relâché. J'en arrive à l'annexe 5 de l'accord, des accords. Il est dit aussi qu'un individu, une personne dont les droits ont été violés peut interjeter appel de la décision. Donc, à interjeter appel devant la Chambre de la Cour suprême, demandant à la Chambre de veiller au respect de ses droits, tel que prévu à l'annexe 5 des accords de paix de Paris de 91. En vertu de l'article 5 de la loi qui déclare hors la loi le groupe du Cambodge démocratique, il est donné 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi aux Khmer Rouge et aux factions militaires Khmer Rouge pour réintégrer l'administration du gouvernement royal cambodgien, et il est dit que ces personnes ne seront pas punies pour les crimes qu'elles auraient commis. Cette disposition doit aussi s'appliquer ici. Or, la Chambre de première instance ne l'a pas fait, ne l'a pas prise en compte, et cela porte préjudice au droit en vigueur au Cambodge et viole l'article 87 du règlement intérieur des CETC. Par conséquent, au vu de l'article 5 de la loi déclarant hors la loi le groupe du Cambodge démocratique, il apparaît clairement qu'il n'y a pas de sanction possible pour des délits qui auraient été commis par les personnes visées par la loi. Et si donc, si Duc a commis des crimes, il ne peut néanmoins être puni pour ces crimes en vertu de la loi de 95. Il en ressort que Duc ne tombe pas sous le coup de la compétence des CETC en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale qui prévoit l'extinction des poursuites. Étant donné les dispositions du Code, et notamment de l'article 6, de la loi plutôt de 95, et notamment de l'article 6, les hauts dirigeants ne sont pas amnistiés. Dans l'esprit de cette loi, donc, tous les auteurs, co-auteurs, complices, ne sont pas passibles de sanctions pour des crimes qu'ils auraient commis. Seuls les dirigeants du régime, du groupe plutôt du Cambodge démocratique peuvent être poursuivis. Or, d'où n'était que directeur de prison, similaire au directeur des 196 centres psychiatriques qui existaient dans le pays, qui n'ont pas été poursuivis par le tribunal ou considérés comme tombant sous le coup de la compétence rationnée personnelle des CETC. Pourquoi donc seul Duc sur ces 195 directeurs de prison a-t-il été poursuivi? Et j'attire votre attention sur ce point. L'article 9 de la loi mettant hors la loi le groupe des Khmer Rouges indique clairement que toute personne qui violerait le droit d'autrui en procédant à des arrestations illégales
D'autres personnes seraient passibles de 2 à 5 ans de réclusion criminelle. Je ne vais pas répéter et répéter encore tous ces articles. Il y a l'article 2 notamment, qui dit qu'à partir du moment où la loi entre en vigueur, toute personne qui est membre d'un parti politique, d'une faction militaire du Kampuchea démocratique, toute personne doit voir sa situation examinée en fonction du droit en vigueur. Duc est venu au Cambodge 2 ans et 6 mois avant l'entrée en vigueur de cette loi. Si Duc avait continué à commettre des infractions, alors il aurait enfreint cette loi. Mais à compter du moment où la loi est entrée en vigueur, Duc n'a commis aucune infraction eu égard à la Constitution et aux lois du Royaume du Cambodge. Par conséquent, Duc ne relève pas de la compétence des CETC, comme c'est le cas des autres 195 directeurs de prison. Voilà notre principal argument concernant la compétence rationnée personnelle. Autre chose, le 27 juillet 1999, les 2 premiers ministres du Cambodge ont demandé que tous les civils ou les militaires vivant sous l'autorité des Khmers rouges réintègrent le gouvernement. Et à l'époque, le gouvernement avait annoncé publiquement que les personnes qui répondraient à son appel ne seraient pas poursuivies. Au contraire, les premiers ministres avaient dit que leur rang et leur statut seraient maintenus. Et encore aujourd'hui, au ministère de la Défense, il y a encore d'anciens Khmers rouges qui ont conservé leur rang. Duc est entré au Cambodge 2 ans avant que cette annonce avait été faite. Or, à présent, il est sanctionné. Alors qu'il s'est réintégré et qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions. L'article 7 du Code de procédure pénale de 2007 stipule que l'extinction de l'action publique est possible. En effet, le gouvernement a lancé un appel dans ce sens. Le gouvernement a promulgué une loi en 1999. Il y a eu aussi les accords de paix de Paris en date du mois d'octobre 1991. En vertu de quoi l'application rétroactive des lois pénales n'est pas possible. Pour les raisons précitées, Duc n'entre pas, ne tombe pas sous la compétence des CETC. Et j'invite les juges à se pencher sur cette question avec toute l'attention requise. La Chambre de première instance a souscrit aux conclusions des coprocureurs, lesquels ont tiré des conclusions floues sur le point de savoir si l'accusé fait partie des principaux responsables. Il a été reconnu que Duc n'était pas un haut dirigeant du Kampuchea démocratique, mais qu'il pouvait être considéré comme étant un des principaux responsables des crimes commis. La Chambre de première instance a souscrit à ces conclusions floues des coprocureurs, et ce faisant, elle a commis une erreur grave. C'est une violation de la règle 87.1 du règlement intérieur des CETC.
C'est une violation de l'article 38 de la Constitution du Royaume du Cambodge, laquelle dispose que le doute profite à l'accusé. Le libellé selon lequel il peut être considéré comme un des principaux responsables revient à énoncer une probabilité. Il y a une marge de doute de 50%. S'il y a hésitation, le bénéfice du doute doit profiter à l'accusé. Le groupe d'experts de l'ONU, lui aussi, a été hésitant pour ce qui est de la définition des principaux responsables des crimes et des graves violations du droit cambodgien et international. Ils ont indiqué, et ici je cite les termes employés par les experts, si cela était avéré, autrement dit, si cela était avéré, il y a un doute. Or, le doute doit profiter à l'accusé, lequel doit être acquitté sur la base de la loi relative au CTC, qui incorpore des dispositions de droit administratif et pénal. Il s'agit de poursuivre les hauts dirigeants et les principaux responsables des crimes commis sous le régime du Cambodge démocratique. Et la Chambre doit examiner attentivement la question de la compétence rationnelle personnelle en s'appuyant sur les normes du droit administratif du Royaume du Cambodge, afin de déterminer quelles personnes entrent dans cette catégorie. En l'espèce, il existe des documents cambodgiens qui indiquent clairement quel était le rôle et le statut de l'accusé. Il en ressort clairement qu'il ne faisait pas partie de la structure de commandement suprême, ni des principaux responsables des crimes commis sous le régime du Cambodge démocratique. Par conséquent, l'accusé ne relève pas de la compétence des CETC. En tant que directeur de S21, S21 qui était une prison parmi presque 200 à l'époque du Cambodge démocratique au Cambodge, S21 plutôt à S21, il y a eu un nombre de décès moindre qu'à Chom Troy dans la province de Kompong Chnang, où 150 000 personnes ont trouvé la mort. Dans d'autres prisons également, il y a eu davantage de prisonniers qui ont trouvé la mort qu'à S21. La loi sur les CETC, ou plutôt ces autres chefs de prison, ces autres directeurs de prison, n'ont pas été considérés comme faisant partie des principaux responsables. Ces personnes ont été considérées comme ne relevant pas de la compétence des CETC. C'est là une autre question sur laquelle j'attire l'attention des juges. Les 195 autres prisons ne sont pas considérées comme relevant de la compétence des CETC. Seule S21 a été considérée comme telle. Or, c'est une prison parmi d'autres. Elle ne devrait pas non plus relever de la compétence des CETC. Ou bien, est-ce parce que moins de gens sont morts S21 que S21 tombe sous la compétence des CETC? Peut-être s'il y avait plus de 100 000 victimes à S21, peut-être que S21 n'aurait pas été considéré comme relevant de la compétence des CETC. Au paragraphe 119 du jugement de la Chambre de première instance, il est dit que parmi les centres de sécurité, S21 était le seul centre possédant des caractéristiques propres, puisque S21 était en lien direct avec le centre du parti, et S20
S21 visait à interner certaines catégories de personnes. C'est du fait de ces caractéristiques propres que Duc a été poursuivi, à savoir le lien entre S21 et le centre du parti. La Chambre de première instance est appuyée uniquement sur ce point pour poursuivre Duc, alors que les autres directeurs de centre n'étaient pas considérés comme étant en lien direct avec le centre du parti, raison pour laquelle ils n'ont pas été poursuivis. J'invite les juges à se pencher sur cette question également. Au comité permanent du PCK, le numéro 3 lui-même n'était pas en lien direct avec le centre du parti. Et Chotchon alias Tamok contrôler une zone, c'était le numéro 4 au sein du centre du parti. Pourquoi est-ce que ces deux personnes ne sont pas considérées comme relevant de la compétence des CETC? Ces personnes n'avaient-elles pas un lien direct avec le centre du parti? Pourquoi est-ce que S21 contrôlé par Son Sen, le numéro 7 du comité permanent? Pourquoi seulement S21? Autre chose, S21 avait pour fonction d'emprisonner les cadres Khmer Rouge. Si l'on poursuit le directeur des 21, cela veut dire qu'on essaie de rendre justice au cadre Khmer Rouge. La majorité des gens qui ont été tués, selon certaines estimations, avaient du sang sur les mains. Seule une poignée était innocente. Je mentionnerai Koiton, Van Vret. Ces gens avaient du sang sur les mains avant d'être transférés à S21. Ils ont pris des décisions qui ont conduit à l'exécution de plusieurs personnes. Madame, Messieurs les juges, ceci est un nouveau facteur auquel les juges sont invités à réfléchir. Au paragraphe 677 du jugement, il est indiqué que l'accusé était déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est indiqué que Duc avait réduit en esclavage les prisonniers. Qu'en est-il de la situation des autres 195 prisons? Pourquoi n'est-il pas rendu justice aux victimes des autres centres? Il est dit que Duc a procédé à l'arrestation et qu'il a mis en détention ces personnes à S21. Est-ce que cela veut dire que dans les 195 autres prisons, les détenus étaient confinés à l'extérieur d'une prison, par exemple à l'hôtel? Toujours dans le jugement en première instance, il est indiqué que Duc a été accusé de violation grave des conventions de Genève de 1949, et ce pour homicide intentionnel. Madame, Messieurs les juges, qu'en est-il des autres 195 prisons? Est-ce qu'il s'agissait d'homicide non intentionnel dans ces autres prisons? Il est aussi dit dans le jugement qu'à S21, Duc a torturé des prisonniers. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de torture dans les autres prisons? Pour ce qui est des traitements inhumains à S21, est-ce que cela veut dire que dans les autres prisons, il n'y a pas eu de traitement inhumain? Pourquoi est-ce que les CETC n'essayent pas de rendre justice aux victimes des 195 autres prisons?
À S21, des civils ont été mis en détention de façon illégale. Qu'en est-il des 195 autres prisons? Est-ce que les détenus étaient mis en détention de façon légale? Je vous invite à y réfléchir, mesdames, messieurs les juges. Toujours dans le jugement rendu en première instance, il est dit que 12 253 personnes ont été exécutées à S21, raison pour laquelle Duik a été poursuivi. Qu'en est-il de l'exécution des dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé la mort dans les autres prisons? Pourquoi est-ce que les directeurs de ces prisons-là n'ont pas été poursuivis? Les directeurs des autres prisons n'ont pas été poursuivis. Je le répète, ils ont bel et bien été considérés comme des auteurs, mais n'ont pas été poursuivis. Seul Duik, directeur de S21, a été poursuivi. Il devrait seulement être considéré comme auteur. Dans le jugement, il est indiqué que Duik n'était pas un auteur de crime entrant dans la même catégorie que les 195 autres prisons. Est-ce juste? Bien sûr que non. Les coprocureurs ont indiqué dans leur réponse qu'il n'y avait pas de norme de droit permettant de poursuivre les directeurs des 195 autres prisons en tant qu'auteurs de crimes. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que Duik a été mis en examen alors que son statut était le même que celui des directeurs des autres prisons? Duik était un auteur de faits au même titre que les autres directeurs de prison et il ne relève pas de la compétence des CETC. Voilà autant de facteurs que je vous invite à prendre en considération pour ce qui est de la compétence rationnée personnelle. Dans l'ordonnance de renvoi telle que modifiée, il est indiqué qu'en tant que directeur adjoint et directeur de S21, Duik a dirigé une équipe d'interrogateurs et a participé à la mise en place de S21 et il a donné des instructions aux équipes d'interrogateurs quant aux façons de procéder. En tant que directeur adjoint et directeur de S21, il exerçait le contrôle général de S21. Il a noté par exemple les aveux faits par les prisonniers ainsi que les ordres d'exécuter des prisonniers. S21 représentait la principale prison au Kampuchea démocratique et S21 faisait partie, était rattaché au PCK puisque S21 faisait directement rapport au échelon supérieur du régime et était active dans l'ensemble du pays et il était détenu des hauts cadres venant de l'ensemble du pays. La Chambre de première instance a souscrit à ces allégations présentes dans l'ordonnance de renvoi sans se fonder sur quelque élément juridique que ce soit. Et ce, pour faire entrer l'accusé dans la catégorie des principaux responsables. Au motif que S21 était un centre de détention important. Ceci ne peut nullement se justifier au regard du droit. Lorsqu'il s'agit de définir les principaux responsables, est-ce qu'il faut analyser l'administration pénitentiaire de tout le pays ou bien est-ce qu'une décision de justice doit être rendue uniquement en fonction du statut de principal responsable d'une personne? Sur le plan théorique, s'il s'agit de déterminer qui étaient les principaux responsables,
Il faut prendre en considération l'autorité et le statut de l'intéressé au sein de la structure administrative en question. En tant que directeur de S21, Doig avait uniquement pour rôle d'accueillir les prisonniers qui lui étaient envoyés depuis les différentes régions du pays. Ensuite, ces personnes étaient interrogées et étaient envoyées pour être exécutées sur la base des instructions de l'échelon supérieur. On ne peut pas en conclure que Doig exerçait la principale responsabilité. Ce n'est pas lui qui prenait les décisions. De plus, les actes qui étaient les siens étaient semblables à ceux des autres directeurs de prison du pays. Une autre erreur a été commise. Il a été dit que l'accusé a participé à la mise en place de S21. C'est faux. En tant que directeur adjoint de S21, il n'était pas membre du comité permanent et donc il lui était impossible de donner son avis au parti sur les différentes questions ayant trait aux politiques et aux mesures relatives à la sécurité. Une telle allégation est tout simplement ridicule. En réalité, les juristes admettent que la prison est un outil de l'appareil d'État. La création, la fermeture d'un établissement pénitentiaire relève d'une décision d'État. Aucune personne considérée individuellement ne peut en prendre la décision. S21 a été mis en place en vertu de la décision qui a été prise par le comité permanent au cours de la réunion qu'il a tenue au mois d'octobre 1975. Donnant par là à Son Sen, membre du comité permanent, l'autorité nécessaire pour prendre en charge les questions de sécurité. Dans le monde entier, les établissements pénitentiaires, les structures de police et les structures militaires constituent des outils du pouvoir d'État. C'est l'État qui constitue l'entité juridique assumant la responsabilité de ces autres entités. Autrement dit, en l'espèce, Pol Pot, Son Sen et consorts qui ont donné les ordres. Or, ici, on jette la pierre à Doig qui était seulement un outil utilisé par les supérieurs. Par conséquent, Doig ne relève pas de la compétence des CETC. Au paragraphe 2 de l'ordonnance de renvoi, il est indiqué que Doig était le secrétaire de S21 et qu'à ce titre, il n'avait pas d'autorité de facto concernant le contrôle de S21. Son autorité portait uniquement sur la diffusion des informations venant de l'échelon supérieur. On peut examiner la structure du PCK. Il y a au sommet le secrétaire Pol Pot, ensuite il y a les secrétaires de zone, les secrétaires de division, et en troisième lieu, il y a les secrétaires de secteur. Et enfin, il y a les secrétaires de régiment. Et en quatrième lieu, il y a les secrétaires des comités de district. Et les secrétaires des bureaux de comité, comme c'est le cas de Doig. Doig entre dans la quatrième catégorie, à savoir le rang inférieur de la hiérarchie du parti. Doig était seulement un petit secrétaire qui n'avait pas d'autorité réelle en matière de prise de décision. Il n'était pas habilité à faire quoi que ce soit de contraire aux instructions des échelons supérieurs. Il ne peut donc pas être considéré comme un des principaux responsables.
Selon la juge Cartwright, celle-ci indiquait que le PCK identifiait les ennemis et ordonnait leur arrestation. La juge Cartwright a indiqué que l'accusé n'était pas au fait de la décision secrète datée du 30 mars 1976, raison pour laquelle l'accusé ne peut pas être considéré comme ayant participé à la planification de cette politique. Cela veut dire que Duik n'est pas un des principaux responsables des crimes commis. Et voilà un autre élément à prendre en considération concernant la compétence. J'invite les juges à se pencher sur cet élément. Il y a d'autres éléments de preuve montrant que Duik n'avait pas le pouvoir de prendre les décisions relatives aux arrestations ou à la détention des prisonniers. En ce qui concerne Koi Thuon, par exemple, lui-même ainsi que d'autres personnes ont été arrêtées sur ordre des supérieurs, notamment Son Sen. Pang Ton, Rongkut et d'autres personnes, et même la belle famille de Duik, ces personnes ont été arrêtées et Duik n'a pas eu la possibilité d'intervenir. Duik n'était donc pas un des principaux responsables des crimes commis et ni des violations graves du droit national et international. Or, il s'agit de critères à prendre en considération pour déterminer la compétence. Le président, je vous annonce que le moment est venu de faire une pause. Vous aurez encore 15 minutes de temps de parole. Après la pause, vous aurez l'occasion de présenter la suite de vos observations verbales. Nous allons à présent prendre une pause.